Alors, dans le cadre de nos magazines, eh bien, les amis de Beffrovision eh bien, sont aujourd'hui à Villers-Cotterêts. Monsieur le maire, bonjour. On va vous laisser vous présenter. Et puis finalement, c'est très gentil de nous accueillir aujourd'hui. Alors, Patrice Quévreux, maire de la commune de Villers-Cotterêts. C'est mon premier mandat de maire. Bon, ça fait quand même 33 ans que je suis à la mairie en tant que conseiller. Après adjoint, premier adjoint, et puis maintenant ici au dernier mandat, maire de la commune. Alors là, on reçoit un petit peu tous les maires et tous les représentants de la communauté d'Aglo. Vous êtes content qu'ils soient venus au fin fond du Cambrésis? Ah ouais, alors là, vous êtes à l'extrême du Cambrésis. Hein, vous êtes à la croisée de 4 départements même, hein, avec la Somme, le Pas-de-Calais, l'Aisne et le Nord. Donc là, on est dans le petit coin, là, juste dans le coin. Alors, comment on appelle les habitants de Villers-Cotterêts? Alors, c'est les Villersois et les Villersoises. D'accord. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Et vous êtes nombreux actuellement? Alors là, on arrive à 2200 habitants à peu près. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu l'origine de cette commune. Vous savez de où il vient ce nom? Alors, Villers-Cotterêts, le nom de Villers, il a changé au fil du temps. Le premier nom, c'était Villers-Renardy. Mais enfin, bon, je peux pas vous énumérer tous les noms qu'il y a eu pour finir avec Villers-Cotterêts. Alors, l'origine de Villers-Cotterêts, cela veut dire Villers outre les eaux, au-delà de l'Escaut. Alors, apparemment, ça vient du latin villa, qui désigne finalement une habitation, ou une exploitation rurale. Et comme vous le disiez, il y avait deux communes, Villers-Guilin et Villers-Cotterêts, qui dépendaient. Donc ça, on remonte au Moyen-Âge. Ouais, on remonte au Moyen-Âge. Donc Villers-Guilin était au-delà de l'Escaut, et Villers-Cotterêts de l'autre côté de l'Escaut, donc outre les eaux. Et c'est de là que vient l'origine du nom de Villers-Cotterêts. D'accord. Alors, le village, finalement, apparemment, était une dépendance de l'abbaye Saint-Pierre de Honnecourt, comme beaucoup de villages. À Villers-Cotterêts, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, comme monument historique à voir pour les personnes qui veulent visiter le village? Bon, après, on a notre église, hein, c'est une très belle église qui date du XIIIe siècle, surtout le cœur de l'église, je crois. Ensuite, on a le kiosque, le moulin de pierre qui a été restauré par une brigade du patrimoine du village, une association qui s'est formée et qui s'est occupée du moulin. Ça a duré, bon, je peux vous dire que ça a été restauré, il a fallu une dizaine d'années, plus que ça, même une vingtaine d'années pour le restaurer. Ensuite, il y a nos chapelles. On a un calvaire, on a quelques chapelles dans le village qu'on est en train de restaurer justement, et une qu'on vient d'acquérir, qu'une famille nous a léguée à la commune. Autrement, vous avez une magnifique mairie qui a été rénovée. Voilà. La mairie, elle est toute neuve, elle date d'il y a 5 ans. Une maison de santé? La maison de santé. Alors ça, c'est très très important. Alors là, la maison de santé, c'est vrai que c'était une chose qu'il fallait absolument faire. Et elle marche plein. Bon, des difficultés avec les médecins. On avait beaucoup de médecins, on avait des médecins à l'intérieur. Bon, là, on en a perdu un. Mais on espère vite fait en retrouver un deuxième qui va arriver. Elle fonctionne. Elle fonctionne et heureusement qu'elle est là. Alors on parlait un petit peu des entreprises. D'après mes sources, il y avait plus de 200 entreprises sur Villers-Cotterêts. Combien d'agriculteurs, combien d'entreprises qui ne sont pas finalement dans la broderie? Là, on a à peu près une quarantaine de commerçants. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est vrai que on a des grandes surfaces là qui sont à l'entrée de Villers. On a des cafés, on a des boulangeries, on a quasiment tous les commerces. On a une pharmacie, vraiment tous les commerces qu'on a besoin sont présents sur la commune. C'est important. C'est important. Et quels sont vos projets un petit peu, là, on est en 2024, apparemment ça bouge quand même à Villers-Cotterêts. Là, le gros projet, c'est notre école. On va refaire une école, parce que là, notre école publique, elle est sur 3 sites. Ce qui fait, tous les frais sont multipliés par 3. Donc là, puis c'est des écoles qui datent de Mathusalem. C'est vrai que c'est vraiment des vieilles écoles, avec beaucoup de problèmes. Donc là, on a le projet de refaire une école. Alors, vous dites 3 sites différents, donc ça regroupe de quelle classe à quelle classe? C'est les primaires. Essentiellement? Oui, essentiellement. Et donc les élèves, une fois qu'ils ont terminé le primaire, ils se dirigent vers où? Alors,
ici, on a aussi la chance, bon, ils vont au collège de Wallincourt, mais on est aussi un collège privé sur le village. D'accord. Qui s'appelle l'école Saint-Joseph. D'accord. Voilà. Donc, on est quand même, au niveau école, on est bien desservi aussi. On a aussi 30 associations dans le village. Et ça, c'est hyper important. Vous avez un gymnase? On a un gymnase, on a un complexe sportif avec le gymnase. Et puis après, on a une salle de danse, on a une salle de judo. Enfin, on est bien équipé. Monsieur le maire, comme dans de nombreux villages du Cambrésis, il existait à Villers-au-Tréau, avant la révolution industrielle, une tradition. Le tissage à domicile. Ouais, il y avait beaucoup de gens ici. C'était dans les caves que ça se faisait. Ils avaient un métier à tisser dans leurs caves. Et puis, alors, combien il y en avait dans Villers à ce temps-là peut-être plus de 300 000 machines. Dans mes infos, j'avais plus de 400. 400 même, oui, c'est possible. Ouais. Et donc, ça permettait un petit peu aux gens de vivre. Ouais. Ils en tiraient un peu d'argent pour nourrir la famille. Et donc, ils travaillaient, ils ont travaillé beaucoup de choses. Le lin, le coton. Et dans les caves, comme il y avait une humidité, pour le textile, c'était très bien. Et donc, après cette révolution industrielle, finalement, on va passer à des métiers à main, puis après des métiers mécaniques. Ouais, les métiers mécaniques. Alors, les premiers métiers un peu plus performants, c'est à partir de 1888 que les premiers ont arrivé ici sur Villers-au-Tréau. D'accord. Et là, actuellement, ça continue, parce que Villers-au-Tréau est connu pour sa broderie. Alors, bon, il y a eu la crise de la broderie qui est arrivée. Au départ, dans les années, là où ça marchait vraiment très fort, c'était aux années 60, 70, 80. 90, ça tournait encore assez bien. Et puis là, après, il y a eu la crise avec la concurrence des pays asiatiques, la Turquie. Là, c'est vrai que la broderie, c'était une catastrophe. Mais à ce moment-là, dans les grosses années, on avait plus de 400 machines qui tournaient sur Villers-au-Tréau. Ça faisait à peu près plus de 2600 personnes qui travaillaient en broderie, qui étaient occupées. C'était que beaucoup de petites entreprises. Une grosse partie, c'était des gens qui travaillaient, des artisans qui travaillaient. Ils n'avaient pas d'employés, ils travaillaient en famille. Bon, après, il y avait des entreprises un peu plus grosses avec des employés. Mais tout ça, ça faisait à peu près 2600 à 3000 personnes qui travaillaient en broderie. C'est énorme. C'est énorme, ouais. À peu près tout le village travaillait en broderie. Malheureusement, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais maintenant, c'est reparti. Je ne peux pas dire que... c'est-à-dire que les brodeurs, ils ont commencé à faire ils se sont spécialisés à faire d'une broderie beaucoup de plus qualité. De plus de qualité. Il a fallu trouver des solutions. Là, maintenant, il nous reste quand même 14 entreprises de broderie qui tournent dans le village. C'est énorme. Ouais, qui tournent correctement, disons. Alors apparemment, ces premiers métiers, ils sont venus de Saint-Gall. Ils se sont installés à Saint-Quentin en 1868 pour aller vers Beaurevoir, puis à Villers-au-Tréau. Donc il y a eu une progression, et comme les gens ils se sont aperçus que ça fonctionnait, ils se sont dit pourquoi pas nous. Alors vous avez fait un magnifique bâtiment. Ici, où est-ce qu'on se trouve exactement? Alors ici, c'est la maison de la broderie. Qui se trouve rue Victor Hugo, ici à Villers-au-Tréau. Si vous voulez venir, c'est rue Victor Hugo. Et là, vous pouvez voir, donc ici, dans ce bâtiment ici, vous voyez beaucoup d'échantillons de broderie, le fonctionnement de quelques machines. Mais par contre, à côté, on a un atelier de broderie qui maintenant, on peut vous présenter des métiers qui fonctionnent. Très bien. Eh bien, je vous propose d'aller voir un petit peu ce métier qui fonctionne encore. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce métier? Alors là, c'est un métier soraire, on appelle ça un 15 yard, c'est un métier mécanique. Là. Donc, il fait combien de long? Parce que 15 mètres. 15 mètres. C'est à peu près Non, il y a eu des métiers un peu plus petits, des 9 mètres qu'on appelait ça. Et là, c'est un 15 mètres. Alors là, vous avez combien de bobines qui sont enfilées là? C'est impressionnant. Alors, normalement, quand tout fonctionne, il y a 1024 aiguilles sur les 2 étages. Voilà. Le plus difficile, à mon avis, c'est de réenfiler. Quand le fil a cassé ou qu'il n'y a plus de fil, comment vous faites? Alors, quand le fil casse,
enfin, dans le temps, le métier, il fallait toujours surveiller. Maintenant, bon, ça a été amélioré avec un casse-fil qu'on appelait ça. Donc le métier s'arrêtait automatiquement quand il y avait un fil cassé. D'accord, donc c'est mieux. C'est mieux. Au niveau qualitatif. Voilà. Et puis il y avait aussi le système avec les petites lampes. Chaque petite lampe représente un pied de métier, et comme ça on savait à peu près où le fil était cassé. Parce que quand il faut commencer à chercher, bon, après... Au départ c'était comme ça. Hein. Les professionnels, ils ont l'œil. Au fil du temps, bon, ça s'est amélioré, et puis les professionnels, ils ont l'habitude. Hein. Voilà. Alors on va essayer de demander à un professionnel, là vous avez des retraités qui font fonctionner régulièrement le... Approchez-vous messieurs. Alors on va vous laisser vous présenter. Monsieur Langlais, ancien fileur, retraité. Heureux d'être retraité. On veut dire qu'on s'embête un petit peu. Donc c'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça qu'on est ici, voilà. Alors, un lundi matin, vous êtes là de bonne humeur. Et de bonne humeur et fringant. Alors, un deuxième tisseur. Oui, je suis dans mon ancien atelier. La commune a racheté. Ces métiers-là, c'est mon père. Non, pas celui-là. Mais celui-là, c'est mon père qui l'a monté. Donc, vous savez, les métiers, je les connais plus que par cœur ici. Hein. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis quelle année à peu près? Mon père a dû mettre en route en 58. Et ça continue, mais sur Beauvoir. Mon frère a continué, là maintenant c'est ma nièce. Ouais, donc ça reste dans la famille. Oui, oui. Alors, tout de suite, vous m'avez arrêté quand j'ai parlé de tisseur. Alors, entre tisseur et brodeur, expliquez-moi la différence. Un tisseur, il fabrique le tissu, hein, voilà, comme le nom l'indique. Tandis qu'un brodeur, il fait de la broderie sur le tissu. Hein, voilà. Et puis donc, voilà, c'est totalement différent. Donc vous étiez aussi de la partie? Moi j'étais artisan. J'ai d'abord été ouvrier dans des entreprises de broderie. Et ensuite, mon père est décédé, donc j'ai repris l'entreprise en étant artisan. Voilà. Et donc c'est pareil, vous participez régulièrement, vous voyez? Oui, bien sûr, oui. Donc nous on a mis en route 14 ans, on mettait en route... à travailler à cet âge-là parce qu'il y avait beaucoup de travail, hein, différemment maintenant, quoi. Et sinon, voilà, donc après j'ai fini ma carrière, voilà. Et on parle toujours de dentelle quand on voit de la broderie. Je sais, Il nous faut un support, le tissu. D'accord. Que la dentelle, ils n'ont pas besoin. D'accord. De support. Alors, donc nous, on peut broder aussi bien... C'est là la différence entre les deux. Oui. Nous, on peut très bien broder du cuir ou n'importe quel tissu que les denteliers ne peuvent pas. On en reparlera après parce que c'est vrai qu'il y a une guéguerre. Et moi, au début, je ne savais pas la différence entre les deux. Et on m'a souvent tiré les oreilles quand je vais sur Caudry, il ne faut pas parler de broderie. Et quand je vais à Villers-Haut-Tréhaut, il ne faut pas... on n'est pas dentelier, hein, on est brodeur. Alors Yves, on est devant un métier qui fonctionne. Est-ce que tu peux nous le présenter plus... Voilà, donc là, c'est un métier à broder. Donc c'est le métier typique, en fait, qui a bien fonctionné sur Villers depuis les années 1920 jusque les années même 2000. Et il y a même encore des machines comme celle-ci qui fonctionnent encore. C'est une machine mécanique et donc on appelle ça un 15 yards, c'est un Saurer 15 yards. Et donc ça fonctionne c'est un grand cadre en fait, vous voyez, le grand cadre qui se déplace à l'intérieur de la machine et c'est le mouvement de cadre qui va créer la broderie. Les aiguilles vont toujours piquer au même endroit. Donc c'est ça la grande différence entre la broderie et la dentelle, puisque la dentelle est une forme de tissage. Mais là, vous voyez, ce sont les aiguilles qui vont broder à travers le tissu et qui va créer le motif. Alors là, justement, on a une alerte. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, par exemple, un fil s'est cassé. Eh ben, on va aller le voir. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un fil qui s'est cassé à cause d'un nœud dans le fil. Il n'a pas passé au chat d'aiguille. Donc automatiquement la machine elle s'est arrêtée? Elle s'arrête, oui. Et puis il faut renfiler le fil dans l'aiguille pour que ça redémarre, quoi. Voilà.
Bon, je crois que là, une bonne paire de lunettes est nécessaire. Naturellement, oui. Et de très bons yeux. Et l'habitude. Et finalement, vous l'avez trouvé tout de suite. Oui, parce que le cadran là-bas indique à quel endroit à peu près le fil est cassé. Hein. Et voilà, donc ça sonne, il y a comment dire, une lampe qui s'allume, le métier s'arrête. Hein. Donc là, le support, qu'est-ce que c'est? C'est du coton? C'est du coton, là, oui. Et là, ce tissu va servir à quoi? Ah bah là, c'est une broderie anglaise, ça, vous voyez. D'accord. C'est une broderie anglaise avec un passe-ruban là, qui a été percé. Voilà. Et vous avez à peu près combien de dessins possibles? À l'infini. Ça peut être à l'infini. Donc toutes les bandes que l'on voit derrière, finalement, ce sont des dessins. Ça, ce sont des dessins. Dessins mais avec différents écarts par rapport à la machine. Comme ici, bon, nous sommes en 8 quarts, c'est-à-dire une aiguille sur 2 sur la machine. Après, vous avez au départ 4 quarts, 8 quarts, 12 quarts, suivant ce qu'on veut comme dessin, suivant ce qui est demandé par les entreprises, par les sociétés, etc. C'est-à-dire soutien-gorge, robe de chambre, etc. Et les dessins donc, qui sont faits en carton, ils sont faits par qui? Alors au départ, il faut créer le dessin. Donc au départ, il y a un dessinateur, ça c'était mon ancienne fonction dans le temps, qui fait la création, qui crée le dessin suivant une demande. Et quand le dessin il est créé, là, il faut le mettre sur une carte, on appelle ça. Donc là, il faut l'agrandir. Mais enfin, maintenant, ça s'est amélioré, tout ça maintenant avec l'informatique. Mais à ce temps-là, il fallait l'agrandir 6 fois plus grand. Et quand c'était sur une carte, le dessin agrandi 6 fois plus grand, avec tous les points marqués, ça partait chez un piqueur. C'est-à-dire que le piqueur, lui, il avait une machine à piquer, il suivait tous les points qui étaient faits par le dessinateur, et chaque point qu'il faisait, c'était perforé sur les cartons que vous avez là-bas en haut. Et ensuite, ce carton-là passe dans l'automate qui est là-bas de la machine pour refaire le dessin brodé. Voilà. Donc voilà les fameux cartons qui sont donc troués. Et donc chaque trou va correspondre à une action. À une fonction sur le métier qui fait bouger le cadre, comme tout à l'heure Yves vous l'expliquait. Donc, et là, vous avez l'automate qui suit la perforation du dessin. Voilà. Chaque carton, il fait à peu près combien de dimensions? Bah, tout dépend du dessin. Ça peut être c'est indéfini. C'est indéfini. Ça peut être un petit dessin comme un grand dessin. D'accord. 5 mètres. Ouais, mais là, c'est des petits dessins. Après, Que ce soit un dessin de 5 mètres, un dessin de 33 mètres ou un dessin de 50 mètres, il n'y a rien ne change. C'est la machine qui fait le travail. C'est bien réglé. Que la machine est bien réglée, on s'en fout. Alors après, je suppose qu'il faut huiler régulièrement le métier. Tous les jours au matin, mais on met en route à 5 heures moins 10. On est là, on graisse la machine devant, derrière, on met 2 burettes d'huile là-dedans et puis... Et un café après. Ah non mais ça faut pas le dire. Là, c'est le métier classique. Alors après, au fil du temps, il y a eu des améliorations comme le graissage automatique. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées. Comme là, l'automate, il a disparu maintenant. Tout il se fait c'est électronique. C'est le métier qui a. Sur le petit, oui, tout est informatisé. Ouais, il faut vivre avec son temps. Oui, voilà. Il n'y a plus d'automate, il n'y a plus de dessin, il n'y a plus de... Mais le prix d'acquisition n'est pas forcément la même chose. Entre Non, non. Et vous préférez quoi? Les machines que vous avez connues ou les automatiques? Moi, je dirais que je préfère travailler là-dessus, sur ces anciens métiers, parce que la broderie est beaucoup plus belle. On va dire que maintenant, on va prendre un exemple, on va dire 110 points minute, que l'autre, il en fait 250. 470 à l'heure actuelle. Oui, 470 maintenant. La broderie est mieux serrée et plus belle que sur les métiers qu'ils font maintenant. Bon, enfin, je veux dire que ça, c'est un avis personnel. Peut-être qu'il n'est pas partagé. Mais vous voyez, dans des articles comme ça, type broderie anglaise, alors il y a que tel qu'un pépère comme ça. Pour avoir un beau résultat, avoir une belle broderie. La broderie est plus fine. La broderie sur ces anciens métiers est beaucoup plus fine. Vous allez le lever, ça ne sera pas de la loque, ça sera de la broderie.
Dans le détail du montage d'une pièce, c'est-à-dire couper les fils devant, derrière, on place le cadre à une distance de 50 cm, c'est-à-dire la hauteur du cadre, pour pouvoir dégrafer l'agrafe du bas, poser l'agrafe soit sur les cartons que vous avez vus antécédemment ou sur les porte-navettes. On démonte, on tire le tissu et on agrafe. Ce que vous avez vu, ce que vous allez voir ou vous avez vu, on agrafe en haut. Ça prend un certain temps sans se piquer les doigts. On roule une partie du tissu pour venir réagrafer en bas. Une fois que c'est fait, on roule jusqu'au point de départ, c'est-à-dire à une distance de 5 cm par rapport au cadre, et la mise en route. Voilà le... Et on tend le tissu. C'est important. On tend le tissu, bien sûr. Le tissu, c'est suivant... La tension du tissu, ça dépend de l'article. Comme ici, c'est de la percale. Il faut que ce soit bien tendu. Comme il y a du percé, qu'on fait des passe-rubans, il faut que ce soit bien tendu pour que les percés soient bien coupés, pour pouvoir bien rebonder. Alors, mettre les aiguilles, mettre les fils, ça vous demande combien de temps à peu près pour tout équiper? Là, pour celui-là, oui, tout dépend l'écart. Là, il faut une journée. Sur un caserne. Donc il ne faut pas changer tous les jours. Non. Ah ben non. Oui. Parce que les métiers, bon, il faut 15 mètres. Il y a 1024 aiguilles. 512 en haut, 512 en bas. Quand vous remettez toutes les bobines... Au bout de la journée, vous n'avez pas de dents compote. Oui. Voilà. Et généralement, vous faites ça combien? Alors, tout dépend. En supposant ici, comme il y a 2 machines, donc c'est 2 fileurs, on fait ça à 2. Éventuellement, une raccommodeuse peut donner un coup de main. Bon, si elle a beaucoup de travail, si ça casse beaucoup, ça sera à 2. C'est pas le but, hein? Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Mais à 2, une journée. Sans boire le café. Une bonne journée, ouais. Bonne journée. Et une journée et demie, s'il faut changer les écarts et de perçoir, s'il faut remettre les navettes, les régler par rapport au dessin, par rapport au tissu. Alors donc, là c'est l'Amérique ici. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, la différence... La qualité est différente. On voit 2 personnes qui sont en train de vider les navettes. C'est-à-dire on enlève les cocons qui sont usés, qui ne restent plus rien dedans, qu'on ne peut plus broder. Leur vider, ça consiste à accrocher, on enlève les cocons. Pour ensuite, leur remplir la navette, c'est remettre le cocon à l'intérieur. Un cocon plein. Avec un fil, leur cocon il est plein. On repose là, je referme la navette. Et je prends un crochet parce qu'avec mes yeux, je ne le vois plus. Et voilà. La navette est faite, prête à être remise en fonction sur la machine. Alors, quand le carton est abîmé, comment vous faites? On prend le carton abîmé, on le repasse ici. Alors, vous voyez, regardez, vous avez des aiguilles qui rentrent ou bien qui ne rentrent pas dans le trou, parce que derrière, le carton, là, c'est tout perforé. Il y a des trous sur le rouleau. Donc, on le repasse là et on sort un carton neuf. Parce que finalement, la durée de vie d'un carton, ça dépendait de son usage, je suppose. Voilà. Si vous êtes toujours dans le même dessin, admettons une année, vous êtes obligé de le produire au minimum 3 fois. Et donc ça, c'était fait dans l'entreprise. Oui, voilà. Donc ça permettait finalement de ne pas avoir de manque, parce que si jamais vous n'avez plus de carton, vous ne pouvez pas travailler. Ah oui, non. Alors ça, c'est la machine, ce qu'on appelle la machine à produire. Et ça, c'est... Bon, ça, c'est une machine à coudre, mais bon, classique pour quand il y a un manque, un fil cassé. D'accord. Et il y a une dame qui refait à la main... Comment on les appelle, ces dames? Les raccommodeuses. Voilà. Bon, et puis là, c'est une table à visiter pour contrôler un petit peu la qualité. Voilà. C'est le service qualité de la maison. Oui. La qualité,
Les tâches, s'il y a une tache d'huile et tout, vous pouvez pas le livrer. Vous voyez un string avec une grosse tache? Non, ça se fait pas. Je ne serais pas honnête. Voilà. C'est quand il se passe ça sur la machine. Alors là, bien sûr, c'est une... Là, je ne l'ai pas vu, c'est une grande place. Là, je vais me faire engueuler par le patron. Donc la raccommodeuse doit passer un certain temps pour refaire ce qui est manquant là, c'est-à-dire ça à reporter ici. On appelle ça du raccommodage. Et elle le fait comment? À la machine. Alors la machine, c'est une machine... la machine, elle est là-bas. Alors c'est un bâtiment communal qui peut être visité pour un prix modeste. Voilà, ici donc c'est la maison de la broderie, donc ça fait office de musée de la broderie, comme un peu le musée de la dentelle à Caudry. Donc ça se visite sur rendez-vous. Le numéro de téléphone va s'afficher sur l'écran, et donc vous pouvez nous contacter pour un tarif modique de 3 € par personne. Vous pouvez visiter la maison de la broderie à Villers-au-Tréaux sur rendez-vous. Donc par contre surtout il faut prévenir d'avance. Parce que c'est pas forcément ouvert tous les jours. Voilà, parce qu'on est une équipe de bénévoles, donc on ne peut pas être présent tout le temps. Donc c'est nécessaire de prendre rendez-vous, et puis on vous accueille avec plaisir avec toute une équipe de bénévoles qui va vous expliquer de A à Z le fonctionnement de la broderie et des métiers à broder. Écoutez, on a appris énormément de choses. Merci de nous avoir accueillis ici. Puis on va retourner un petit peu, parce qu'on a quelqu'un à vous présenter. Alors, monsieur le maire, on ne pourrait pas quitter Villers-au-Tréaux sans présenter cette jolie demoiselle, parce que c'est toujours une demoiselle. C'est toujours une demoiselle, elle est toujours pas mariée. Pénélope, la géante de Villers-au-Tréaux. Alors moi, j'ai une proposition à vous faire. Au Cateau, on a le père Mathieu qui cherche désespérément quelqu'un. Je sais qu'il y a pas mal de pognon. On ne pourrait pas essayer d'organiser un mariage? Alors s'il y a du pognon, ça devient intéressant. Bon, je rigole. Mais non, pourquoi pas, hein. De toute façon, Pénélope, si Mathieu lui plaît, pourquoi pas. Alors, il faut voir si Mathieu plaira à Pénélope. Alors, on va se retourner du côté du spécialiste. Alors, il y a plusieurs broderies. Voilà, c'est ça. Donc Pénélope a été représentée avec toutes les spécialités de broderie qui se font sur le village. Donc on a le macramé, la guipure, la broderie anglaise. Donc c'est 3 types différents de broderies qui sont représentés sur les habits de Pénélope. Alors, est-ce qu'on pourrait la marier? Alors, il faut voir avec sa présidente, mais normalement Pénélope attend le retour d'Ulysse. Donc je sais que la présidente a à cœur d'attendre après Ulysse. Donc, mais par contre, Mathieu est très cordialement invité aux 45 ans de Pénélope qui vont avoir lieu en septembre prochain. D'accord. Une grande fête où tous les... Voilà, tous les une réunion de géants donc en septembre. Je crois que c'est le 2e week-end de septembre, où il y aura une réunion de géants et puis un défilé carnavalesque. Alors, à Villers, il y avait une tradition de faire beaucoup de manifestations. Et bon, là, il y a des choses qui se sont perdues, mais avant, il y avait vraiment beaucoup de monde qui se rendait. Il y avait tous les ans, on faisait le festival de la broderie, ça durait plusieurs jours. Ça mettait en route le vendredi soir avec l'inauguration, avec une soirée le samedi soir, et puis bien sûr le dimanche, le grand défilé carnavalesque, qui drainait vraiment beaucoup de monde dans le village. Alors les bénévoles qu'on a vus tout à l'heure nous expliquaient aussi que vous aviez des rapprochements avec l'Allemagne et l'Autriche, qui finalement avaient les mêmes métiers. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu... Bon, ici, Villers, c'était vraiment la capitale de la broderie, avec à peu près 400 machines qui tournaient. Et il y avait la même chose dans un village en Autriche et également en Suisse. Et donc, au début, vous étiez plutôt favorable aux métiers allemands. Par contre, après la guerre, finalement, les Villers Non, ici c'était la plupart des métiers, c'était des métiers soraires qui étaient fabriqués en Suisse. En Suisse. Voilà. Et actuellement? Actuellement, la maison soraire, je crois que c'est fini. Maintenant, Yves, tu vas m'aider un peu. Maintenant, c'est la maison Lasseur. Oui, c'est toujours une entreprise suisse, mais qui fabrique encore les métiers à broder de façon électronique. Maintenant, c'est des métiers électroniques. Oui, comme on a vu, et même peut-être plus perfectionné que ce qu'on a vu. Voilà, c'est ça. C'est des moteurs électroniques, donc il n'y a plus les cartes perforées, mais c'est toujours une entreprise suisse, Lasseur, qui fonctionne encore. Très bien. Monsieur le maire, le mot de la conclusion.
Bah écoutez, on a été content de vous accueillir ici à Villers-au-Très-Haut, hein, qui y est toujours la capitale de la broderie malgré tous les aléas des années. Et bah, on était fiers de vous accueillir, on était contents Et puis... Alors, et donc les gens qui nous regardent, ils peuvent venir visiter l'atelier, ils prennent rendez-vous au numéro de téléphone que Cécile va remettre, et puis on espère qu'ils viendront très nombreux. Bah écoutez, on sera content de les accueillir, hein. Maintenant on a de quoi faire visiter. Bon, maintenant qu'il y a les métiers qui tournent, tout ça, bon, pendant longtemps il y avait qu'ici, cet endroit ici, où les gens ils voyaient des échantillons de broderie, mais là maintenant ils voient la fabrication avec des métiers qui tournent. Voilà, ce qui est intéressant. Merci beaucoup.